Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau Salon Philo de l'année 2024. Ce soir, nous sommes très honorés d'accueillir Frédéric Montferrand, maître de conférence à l'Université Paris 1, qui a publié un ouvrage, La nature du capital, politique et ontologie chez le jeune Marx. C'est à ce thème que nous allons nous intéresser ce soir, en compagnie de Paul Guilbert, chargé de recherche à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Un grand merci, messieurs, d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir à la bibliothèque François Cusin. Cette séance sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes bien entendu tous très chaleureusement conviés. Sans plus tarder, je vous laisse la parole. Moi aussi, je voudrais commencer par des remerciements. Je remercie Lucien Hernandez et Aurélia Tréguier qui m'ont proposé, qui sont un peu à l'origine de cette présentation. Je suis très heureux de pouvoir présenter mon travail ici à la bibliothèque Cusin. Et puis je remercie aussi évidemment Paul Guilbert d'avoir bien voulu venir discuter mon travail. Je le remercie d'autant plus que c'est pas un exercice facile, vu qu'il n'est pas pour rien dans l'élaboration des thèses ou des idées que j'essaye de défendre dans le livre. C'est des choses dont on discute ensemble depuis longtemps. Et donc, bon, j'ai conscience aussi qu'il peut être difficile de travailler, de discuter par des choses qu'on connaît bien. Donc, merci beaucoup, Paul, d'avoir accepté. Je n'ai pas prévu une longue présentation très technique ou académique. Je me suis dit que j'essaierais de faire sentir un petit peu les idées que j'ai voulu défendre, et puis de laisser un maximum de place à la discussion. Et je commencerai donc simplement par rappeler un peu le contexte de rédaction du livre. Le livre, il est très lointainement issu d'une thèse que j'ai soutenue en 2016, donc il y a longtemps déjà, à une époque donc où les mouvements sociaux développaient des slogans tels que « contre la loi travail et son monde »,« contre l'aéroport », comprendre de Notre-Dame-des-Landes, enfin de Nantes, mais qui devait s'étendre, et son monde. Et ces slogans-là m'ont interpellé, ils m'ont paru philosophiquement significatifs. L'idée sous-jacente était, me semble-t-il, que le capitalisme, puisqu'au fond c'est de ça dont il s'agit quand on parle d'une réforme du code du travail ou d'investissement dans des infrastructures aéroportuaires, donc le capitalisme tend à dessiner un monde à son image, à se fondre dans le paysage, à tout rendre fonctionnel à la production et à la circulation de marchandises. Et ce qui m'a paru intéressant, c'était d'autre part que ça coïncidait avec une période aussi où on commençait à voir se multiplier des ouvrages de philosophie, de sciences humaines, qui se proposaient de d'écrire autrement ce monde, d'écrire à nouveau frais le monde dans lequel nous vivons. Donc les anthropologues soulignaient que notre monde est composé de nombreux mondes, qu'il y a de nombreuses manières modernes, non modernes, voire anti-modernes, animistes, perspectivistes de l'habiter. Et les pensées du vivant commençaient à nous rappeler que les êtres humains partagent ce monde avec une foule d'entités, des animaux, des plantes, des champignons, des microbes, des bactéries, qui contribuent par leur activité à rendre ce monde habitable. Alors bien sûr, ce n'est pas du même monde qu'il s'agit à chaque fois. Dans le cas des mouvements sociaux, c'est du monde social, du social comme monde, comme totalité à peu près cohérente. Dans le cas de l'anthropologie, ce serait davantage le monde vécu de certaines populations, le monde relatif à l'expérience quotidienne de certaines populations. Et puis enfin, dans le cadre des pensées du vivant, le monde dont il est question, c'est plutôt la Terre, la planète sur laquelle, ou de laquelle nous vivons. Mais il n'en reste pas moins que, bon, au moment où je commençais à vouloir transformer cette thèse en livre, on voyait partout se dessiner un peu la même question, qui est de savoir dans quel monde vivons-nous, de quoi ce monde est-il fait, voire par qui est-il fait, pour qui est-il fait, et puis comment le décrire d'une manière qui nous permette de nous y orienter. Et il me semble que, bon, on peut dire que c'est une question ontologique, en un sens large, voire vague, au sens où c'est une question qui porte sur la réalité du monde, sur ses composants, sur son ameublement. Et on pourrait faire l'hypothèse que c'est une question qui ressurgit périodiquement dans l'histoire, à chaque fois que s'imposent des mutations sociologiques de grande ampleur. Et de fait, j'ai voulu montrer dans le livre que c'est une question de ce type que soulève le jeune Marx dans les manuscrits de 1944, à une époque où le développement du capitalisme industriel transforme brutalement les environnements, les manières de vivre et de travailler. Mais j'ai aussi voulu montrer que Marx avait une manière bien à lui de poser cette question. En fait, Marx est, me semble-t-il, quelqu'un qui ne pense pas qu'on puisse se lancer directement dans un discours ontologique
sur la nature de la réalité, il ne pense pas que le philosophe puisse décréter souverainement, par des moyens purement spéculatifs, ce qu'est le monde réel et de quoi il est fait. Son idée est, je crois, que pour dire quelque chose de pertinent du monde dans lequel nous vivons, il faut partir des expériences sociales négatives au cours desquelles le monde s'avère problématique. Il faut partir de l'expérience du travail et de la misère, de la souffrance, de l'injustice, parce que c'est à l'occasion de ce type d'expérience-là que le monde se dévoile dans son étrangeté, son altérité, sa réalité, on pourrait dire son objectivité aussi. Ces expériences, alors, ce sont évidemment, pour Marx, les expériences qui définissent la condition ouvrière, raison pour laquelle, et c'est la première partie du livre, j'ai proposé de lire les manuscrits de 44 comme une sorte d'enquête ouvrière, une enquête qui vise à apprendre quelque chose sur les ouvriers, mais aussi des ouvrières et des ouvriers, une enquête donc qui vise à décrire le monde du point de vue du prolétariat, pour employer une expression classique dans le marxisme, dans un certain marxisme, c'est-à-dire au fond du point de vue de celles et ceux pour qui le monde tourne pas rond et qui ont donc intérêt à le connaître et à le transformer. Alors, la question évidemment, c'est de savoir ce qui se dévoile du monde quand on adopte ce point de vue situé. Alors, ce qui se dévoile, pour essayer de le dire le plus simplement possible, c'est, me semble-t-il, le fait que nous vivons dans un monde où la majeure partie de la population est contrainte par une minorité au travail, c'est-à-dire à une forme d'activité qui ne permet pas aux travailleuses et aux travailleurs de satisfaire leurs besoins, de développer librement leurs capacités. Alors ça paraît évidemment trivial, on n'a pas besoin des philosophes pour savoir que certains en font travailler d'autres et que ce n'est pas une bonne nouvelle pour ces derniers, mais je crois que c'est en fait assez engageant, ça implique pas mal de choses. Et du point de vue de l'interprétation de ce texte autrefois très commenté, qui est les manuscrits de 44, ça implique, je crois, de dire que le travail, contrairement à ce qu'on avance souvent, n'est pas pour le jeune Marx l'essence de l'homme ou le propre de l'homme. Le travail, c'est d'abord ce qu'on est contraint à faire, et pour le dire de manière un peu plus spéculative, ce serait la forme que le capital imprime à l'activité humaine. Marx parle de l'activité vitale ou générique des êtres humains. C'est ce que devient cette activité quand elle est homogénéisée, rationalisée, disciplinée pour produire des biens échangeables sur le marché mondial. Et je crois que c'est ça, au fond, que Marx appelle l'aliénation, qui est le concept pour lequel, quand on connaît un peu les manuscrits 44, on connaît les manuscrits 44. Qu'est-ce que ça voudrait dire l'aliénation dans la perspective que je viens de dessiner grossièrement? C'est le fait d'être privé des moyens de faire un usage autonome de notre corps et de ses aptitudes. C'est le fait d'entretenir un rapport d'étrangeté à ce corps qui est le foyer organique de toute activité, le fait donc d'être en quelque sorte dépossédé d'une nature. Alors traditionnellement, on comprend cette idée d'une aliénation à l'égard de la nature ou de la nature comme la perte d'une essence, qui serait l'essence humaine, et on en conclut, pour s'en réjouir ou le déplorer, que Marx serait humaniste, que le propre des manuscrits 44 serait que Marx défend une position humaniste. Mais je crois en fait qu'il faut prendre les choses de manière beaucoup plus littérale, et que être aliéné de la nature, c'est d'abord devenir étranger à ce qui nous rattache au reste de la nature, à ce qui fait de nous des êtres naturels et vivants, c'est une expression qui revient tout le temps chez John Marx, des êtres incarnés, des êtres qui éprouvent des besoins, qui sont dotés de certaines capacités, que Marx dit génériques, de certaines forces qu'il dit essentielles. Donc quand Marx explique que le capital nous aliène de ses besoins, de ses forces, de ses capacités, je crois, c'est ce que j'essaie de montrer dans la deuxième partie du livre, qu'il esquisse ce qu'on pourrait appeler une ontologie du capitalisme. Il décrit le capitalisme comme un appareil de capture des capacités propres au vivant humain, comme une manière de, on pourrait dire, domestiquer l'animal humain, de canaliser ses forces et ses pulsions dans le travail. Et on peut assez simplement, me semble-t-il, généraliser le raisonnement aux forces des non-humains, aux forces des animaux d'élevage qui sont transformés en machines à produire du lait ou de la viande, ou aux forces qui animent les milieux naturels, comme quand une entreprise comme Monsanto augmente la productivité des relations entre les plantes et les champignons pour pouvoir continuer à cultiver des sols appauvris. On arriverait alors à une image du capitalisme comme une vaste entreprise de mise au travail de la nature humaine et non humaine, et je crois au fond que c'est vers là que pointe la philosophie du jeune Marx, et que c'est en ce sens-là qu'on peut l'actualiser, et c'est d'ailleurs ce que fait Paul aussi dans son travail, et notamment dans son dernier ouvrage, Exploiter les vivants. Alors, donc je dis que c'est dans ce sens-là que pointe la philosophie du jeune Marx, et donc la question qui se pose pour finir, c'est celle que j'affronte dans la dernière partie du livre, c'est de savoir comment il faut qualifier cette philosophie, à quel type de philosophie on a affaire. Alors Marx nous donne lui-même la solution,
certes, il se dit humaniste, mais pour immédiatement préciser que l'humanisme est égal, c'est sa formule, au naturalisme. Donc Marx se dit naturaliste. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait diviser le monde en deux régions étanches, ou deux espaces hétérogènes, qui seraient d'un côté la nature, et de l'autre, ailleurs, au-dessus, l'humanité, la culture, l'histoire, la société? Au fond, c'est cette croyance dualiste qu'on appelle souvent naturalisme dans la pensée environnementale contemporaine, et notamment depuis les travaux de Bruno Latour ou Philippe Descola. Mais c'est pas du tout en ce sens-là que Marx emploie le terme. Être naturaliste, pour le jeune Marx, n'est pas placer l'humanité hors ou au-dessus de la nature, ce qui est d'ailleurs un usage assez contre-intuitif de l'expression naturalisme. Être naturaliste, c'est au contraire concevoir l'humanité comme une partie de la nature, hein, comme une lignée de vivants parmi d'autres vivants. Alors est-ce que ça veut dire que Marx considère que tout dans la vie humaine est naturel, en un certain sens du terme, au sens par exemple où tout serait réductible à ce que nous apprennent les sciences du vivant? Bon, alors évidemment non, sans quoi on ne comprendrait pas que la pensée de Marx soit une pensée critique, une pensée qui a à cœur de montrer que ce qui nous paraît parfois comme naturel est en fait historique et donc transformable. Donc si c'était le cas, on ne comprendrait pas que la pensée de Marx soit une pensée critique, et on ne comprendrait pas non plus ce qu'il critique. Puisque ce que critique Marx, ce n'est pas la nature humaine ou les comportements de l'homme en général, c'est ce que devient la vie humaine sous cette forme sociale historiquement déterminée qui est le capitalisme. Donc le naturalisme de Marx n'est ni dualiste, il n'est pas non plus réductionniste. Il est ce que j'ai proposé d'appeler historique, et il me semble que la position de Marx dans les manuscrits de 44, mais sans doute après aussi, est une position qu'on peut qualifier de naturalisme historique, qui est une expression qu'on est plusieurs à utiliser, Paul aussi, et qui fait évidemment qui est une sorte de détournement de l'expression de matérialisme historique sous laquelle on qualifie traditionnellement la position de Marx. Alors c'est quoi l'idée directrice de ce naturalisme historique? C'est une idée assez simple, je crois, qui est que chaque société de l'histoire incarne ou privilégie un certain type de rapport à la nature, pour le dire autrement, que toute société peut être décrite et évaluée comme une manière d'organiser les rapports que les êtres humains entretiennent à la nature en eux, leur corps, leurs besoins, leurs capacités, et hors d'eux, les milieux naturels et les autres vivants. Et au fond, je crois que c'est aussi, peut-être d'abord ça, philosophiquement, le marxisme, une manière de penser ensemble le rapport des êtres humains à la nature et le rapport des êtres humains les uns à l'égard des autres. Bon, j'ai essayé au fond de montrer dans le livre que cette perspective reste valable, qu'elle est heuristique d'un point de vue théorique, puis qu'elle est utile d'un point de vue politique. Elle me semble heuristique parce qu'elle permet de comprendre que c'est la tendance à mettre la nature humaine et autres humaines au travail qui fait l'unité de notre monde, et puis elle est peut-être politiquement utile au sens où elle permet d'affirmer que c'est cette tendance qu'on peut dire, cette tendance à la mise au travail, tendance qu'on peut dire productiviste, c'est avec cette tendance qu'il faut rompre pour changer le monde. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je pense que ça suffira pour enclencher la discussion. Eh ben, ouais, merci beaucoup pour l'invitation, pour l'organisation. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content de discuter. Alors, comme le disait Frédéric, c'est difficile de discuter un livre dont on a déjà discuté, déjà le sentiment en le relisant, d'avoir discuté amplement beaucoup de ces thèses. Donc, j'ai essayé de tirer peut-être des fils de discussion qu'on n'avait pas encore eu, ou pas exactement de la même manière. Je voudrais essayer de resituer ton bouquin dans le champ de l'écologie politique contemporaine ou des discussions en écologie politique. Il me semble qu'il y a deux grandes constellations quand on pense l'écologie politique contemporaine vis-à-vis dans leur rapport à la question du capitalisme. La première constellation, elle s'incarne dans l'idée directrice que le capitalisme serait bien connu, ce serait le familier, le déjà là, et que la crise écologique ou l'écocide, ça ne serait qu'une conséquence de plus à mettre au terme, au profit de ce capitalisme qu'on connaît déjà. En d'autres termes, si vous voulez, c'est l'idée que la liste des griefs qu'on peut attribuer à un système comme le capitalisme, dont l'appréhension des conséquences ne change pas la définition
du système lui-même, ni l'appréhension de sa trajectoire historique. Pour le dire très rapidement, ce que je vise par cette constellation, c'est le champ de l'écosocialisme, en un sens très général, qui consiste à dire on sait déjà ce qu'est le capitalisme, seulement en plus de ce qu'il fait aux travailleurs, il détruit la nature. Il n'y a pas besoin de repenser ce qu'est la nature, sa trajectoire et son histoire. La seconde grande constellation, en écologie politique, dans le rapport au capitalisme, elle consiste au contraire à considérer que le concept de capitalisme est trop général, trop abstrait, pour permettre de rendre compte de la variété des pratiques à l'égard de la nature. Il faudrait des concepts plus fins pour rendre compte de la variété des pratiques qu'on a à l'égard de l'environnement. Donc à la fois pour rendre compte des modalités différenciées d'interaction à la nature au sein des sociétés occidentales contemporaines modernes, mais aussi pour rendre compte de la variété des modes d'identification de ce qu'on appelle nature à l'échelle mondiale. Et on peut évidemment penser ici aux travaux de l'anthropologie de la nature ou de l'anthropologie comparatiste. Alors, un dernier grief qui est fait au concept de capitalisme dans ce champ, disons, de l'écologie politique contemporaine ou des philosophies du vivant, ce serait son orientation trop matérialiste qui laisserait de côté, disons, la place des mythes, des récits, des sensibilités dans les rapports qu'on entretient à la nature. De penser qu'on peut concevoir nos rapports à la nature simplement avec une analyse, disons, d'ordre économique, matérialiste, qui ne prend pas en compte cette histoire des sensibilités, des cultures, des modes d'appréhension du réel. Ce serait donc un concept trop univoque, trop abstrait et trop matérialiste qui ne permettrait pas de rendre compte de l'histoire des sensibilités et de nos rapports à l'environnement. Alors c'est évidemment une critique qu'on trouve chez Bruno Latour, mais qu'on trouve aussi chez Baptiste Morisot, par exemple, récemment, dans la préface qu'il a fait au bouquin de Val Plumwood. Et on appelle, dans ce cas-là, à une relativisation du concept de capitalisme, voire à sa neutralisation. Alors, toutes mes questions, elles vont tourner un peu autour de ce paradoxe-là. Ce problème qui consiste, qu'on pourrait formuler de la manière suivante: comment élaborer une ontologie du capitalisme, si on pense que c'est nécessaire, à partir de ces modes de relation à la nature, sans que l'extension qu'on accorde à son concept empêche de penser d'un côté le rôle de la culture, des sensibilités, et d'un autre côté la multiplicité des relations à la nature. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour à la fois dégager une définition du capitalisme, continuer à légitimer ce concept si on considère qu'il a une validité, et en même temps donner droit à ces critiques qui considèrent qu'il n'y a pas de place pour la variété des usages et les sensibilités. Or, il me semble que ce que tu proposes dans le bouquin, qui est en fait très original dans le champ de l'écologie contemporaine, c'est de relire les manuscrits de 44 et de trouver dans le concept d'aliénation, bizarrement, relire les manuscrits de 44 pour résoudre les problèmes de l'écologie politique contemporaine, et de trouver dans le concept d'aliénation une manière de fonder la critique du capitalisme sur une expérience sociale dans ses dimensions à la fois sensibles, cognitives et pratiques. Et alors, il me semble que ça, c'est véritablement le fil conducteur du bouquin, et qui est peut-être le point qui permet de dépasser cette contradiction contemporaine. C'est en partant d'une critique du capitalisme dans l'expérience elle-même qu'on peut à la fois fonder la légitimité de son concept, identifier la trajectoire de son développement et penser la pluralité de ses manifestations. Et c'est pour ça qu'il me semble qu'il y a un concept que tu emploies, depuis longtemps, mais peut-être ça serait ma première question si tu pouvais développer un peu ce concept, qui est celui de phénoménologie de l'expérience prolétarienne comme fondement de la critique. Qu'est-ce que ça veut dire une phénoménologie de l'expérience prolétarienne? En quoi est-ce qu'elle peut être le fondement d'une critique du capitalisme? Ce que tu montres, c'est que cette phénoménologie, que je te laisserai développer, elle permet de fonder à la fois une dimension épistémologique. Il y a un sens à mobiliser le concept de capitalisme, une dimension historique, elle permet de rendre compte de sa trajectoire, et une dimension ontologique, elle permet de rendre compte de la multiplicité de ses manifestations. Donc, en un sens, ce que tu essayes de montrer, c'est qu'on peut faire une critique du capitalisme, c'est-à-dire une critique d'une forme de totalisation sociale à partir de l'expérience vécue dans l'immanence du monde social.
Donc une critique de la totalité à partir d'une immanence vécue dans l'expérience sociale. Et c'est à partir de là que vont se formuler, se déployer mes différentes questions. La première question, c'est comment est-ce qu'une critique de la totalité peut partir de l'expérience vécue de l'exploitation par le prolétariat. En d'autres termes, comment un point de vue particulier, aussi situé soit-il, permet, pour reprendre une expression de Frederick Jameson, de détecter la totalité. Et page 61, t'écris, je vais faire des citations parce que tu n'as pas fait beaucoup de ça, donc je vais donner un peu un avant-goût de la lecture du bouquin. Marx inaugure toute une tradition critique qui, de Georg Lukács aux épistémologies féministes du point de vue situé, a popularisé l'idée selon laquelle on ne connaît jamais mieux le monde social que lorsqu'on y occupe une position dominée et que l'on est en conséquence animé d'un intérêt à le transformer. Alors, ma première question, elle va porter sur cette affirmation d'une filiation entre le point de vue du prolétariat dans le marxisme et le point de vue féministe des épistémologies situées. Je me demande si certaines épistémologies féministes, ou d'ailleurs antiracistes à certains égards, ne doivent pas se comprendre plutôt comme un dépassement du point de vue du prolétariat que comme un prolongement du point de vue du prolétariat. Je m'explique. Cette idée que les points de vue ne peuvent pas être subsumés, que précisément il y a une irréductible particularité à certaines expériences de la domination. Ce serait, dans certaines analyses féministes, précisément le problème qu'a rencontré l'histoire du mouvement ouvrier, c'est-à-dire une histoire qui s'est prétendue être une histoire universelle, alors qu'elle n'était qu'une histoire en fait ouvrière, blanche et masculine. Donc ma première question, et donc voilà la critique qui a été faite souvent à la question de l'histoire du prolétariat, c'est celle-là. Comment est-ce que des prolétaires, des hommes blancs masculins peuvent revendiquer une position d'émancipation, un point de vue sur la totalité à l'égard par exemple des paysans, des femmes, des personnes racisées, des personnes colonisées, etc. Est-ce que le point de vue des dominés n'indiquerait pas qu'il n'y a pas, justement, d'accès possible à la question de la totalité, l'impossibilité de toute totalisation à partir d'une situation. Ça, c'est ma première question. J'enchaîne toutes les questions, si tu veux, et puis je te laisse... Je suis en train de regretter de ne pas avoir pris de stylo, juste... Ça, on va prendre... On te sort un couteau. Merci. Un point de vue situé. Voilà, on peut résumer ça. Point de vue situé et point de vue de la totalité. Ma deuxième question, c'est que tu fais pas simplement, t'essayes pas simplement de montrer que Marx fonde la critique du capitalisme sur une description de l'expérience, qui bon, voilà, est le point que je pense le plus intéressant, une description de l'expérience, de la souffrance sociale comme condition pour faire la critique du capitalisme, mais que cette phénoménologie, cette description de l'expérience elle-même, elle est fondée sur une théorie de la sensibilité. Et même, non seulement une théorie de la sensibilité, mais même une théorie des sensations, dans les manuscrits de 44, des conditions subjectives de l'objectivation du réel. Tu montres ça, par exemple, page 205, cette description de la sensibilité, je pense qu'elle est très intéressante, parce que là aussi, elle est en discussion avec tout un pan des pensées contemporaines qui insistent largement sur le fait que ce qu'il faut réinventer, c'est de nouvelles formes de sensibilité, que ce qui serait en crise avec la modernité, c'est des formes de sensibilité, et que, par exemple, le marxisme ou les théories critiques du capitalisme n'ont pas les armes pour penser cette mutation des théories de la sensibilité. Mais ce sur quoi tu insistes, c'est qu'il y a dans les manuscrits de 44 et dans la théorie du jeune Marx une théorie historique de la sensibilité. T'emploies même l'expression, page 273, d'un développement inégal de la sensibilité selon les conditions sociales. Donc conditions historiques évidemment, mais aussi conditions de classe, on pourrait sans doute dire conditions de genre, position de genre, etc. Alors, en fondant la critique sur une
description de l'expérience et sur une théorie de la sensibilité, on peut montrer que la critique du capitalisme n'est pas nécessairement celle d'un monde sans culture, sans formation historique des conditions subjectives de l'objectivité. Mais en même temps, je me demande s'il n'y a pas là une sorte de risque dans la théorie que tu développes du naturalisme historique et dans laquelle je m'inscris, qui serait celle de considérer qu'en fait, on est en train de renaturaliser tout un ensemble de figures historiques, de figures de l'humanité. Si on considère que l'humanité, elle existe dans des figures différentes, que les sensibilités, l'appareil sensoriel des êtres humains n'est pas le même quand on est un Iroquois et quand on est un ouvrier fileur à Manchester, par exemple, est-ce que là, on n'est pas en train de réinscrire, qui serait d'ailleurs assez typique du 19e siècle, de renaturaliser des manières de percevoir le réel, des manières de percevoir le capitalisme, et donc en fait de renaturaliser toute une théorie, tout un appareillage de la sensibilité, tout un appareillage du corps, de notre expérience. Pourquoi je dis ça? C'est que évidemment la critique de la naturalisation, ça a été tout l'enjeu des sciences sociales et évidemment du marxisme, tu l'as rappelé tout à l'heure. Voilà, bon, ça c'était ma deuxième question sur le risque peut-être d'une renaturalisation de nos expériences du capitalisme. Ma troisième question, je fais un temps de pause parce qu'elle porte un peu sur une... Elle dévie un peu le problème, mais pas totalement. C'est-à-dire que si on centre la question de la critique du capitalisme sur l'expérience vécue, en termes à la fois de sensibilité, mais d'expérience sociale, de souffrance, etc., je me demande s'il n'y a pas un parti pris extrêmement lourd en termes d'ontologie du capitalisme. Et pour le dire d'emblée, ce serait une ontologie du capitalisme qui partirait d'une expérience phénoménologique quasiment du corps propre, du corps de l'ouvrier, du corps du travailleur. Et je me demande si ça laisse pas de côté une des définitions importantes du capitalisme, qui est la centralité des techniques et des forces productives. Alors, c'est un fil conducteur qui intervient dans le livre à plusieurs reprises, qui est la question des techniques sur lesquelles tu reviens à plusieurs reprises, mais sans jamais en faire une théorie du rôle des forces productives dans l'histoire des rapports capitalistes à la nature. Par exemple, tu écris, page 277, j'aime bien, ça fait un petit côté soutenance de thèse. On peut penser que les formes symboliques du rapport à la nature changent beaucoup moins vite que les modalités techniques de son appropriation. Donc les formes symboliques du rapport à la nature changent beaucoup moins vite que les modalités techniques de son appropriation. Bon, je pense que quand tu dis ça, voilà, tout ce qu'il y a en vue, c'est l'idée que la crise principale de nos rapports à la nature, ce serait une crise des représentations, une crise des formes culturelles qui serait déliée des rapports matériels. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'insistance sur laquelle, là, le point qui porte sur la question des modalités techniques. La place des techniques et des forces productives dans cette ontologie du capitalisme, celle du jeune Marx, elle me paraît en réalité assez secondaire. Par exemple, par rapport au Capital, mais par rapport aussi au Grundrisse ou à d'autres textes où la question de la technique est beaucoup plus importante. Or, dans la crise écologique, et ça je pense que c'est quand même le point central et sur lequel on achoppe beaucoup en tant que marxiste, toutes les destructions de la nature, elles sont liées à un moment donné ou à un autre à des dispositifs techniques. Dispositifs d'appropriation, dispositifs de modification, voilà, le moteur à charbon, le moteur à explosion, des produits phytosanitaires. C'est pas le travail, les rapports sociaux comme ça en tant que tels, c'est les rapports sociaux d'appropriation de la nature en tant qu'ils sont médiés par des techniques particulières. Ce sur quoi par exemple insiste Malm, pour prendre un exemple dans le marxisme, ou plus récemment Jean-Baptiste Fressos dans son ouvrage Sans transition. Donc je me demande si ce qu'on gagne avec une phénoménologie de l'expérience prolétarienne fondée sur une théorie de l'aliénation, est-ce qu'on ne le perd pas d'un point de vue d'une philosophie des techniques et d'une critique technique du capitalisme?
ou pour le dire de manière plus générale, quelle est la place de la technique dans ton ontologie du capitalisme et dans l'ontologie du capitalisme du jeune Marx? Alors, ma dernière question, quatrième question, elle vient un peu dans la continuité de tout ça, mais reproblématiser tout ça, parce que c'est un thème qui apparaît un peu au début, mais pas énormément, et qui s'affirme de plus en plus, et qui devient même le titre de la conclusion du bouquin. Et ce thème, c'est celui de la résurrection de la nature. Alors, résurrection de la nature, thème très fort chez le jeune Marx, important, qui apparaît ensuite dans l'école de Francfort, qui réapparaît par exemple chez Ernst Bloch, qui est un thème important. Et il me semble que résurrection de la nature, il y a deux manières de l'entendre. On peut considérer que la résurrection de la nature, c'est simplement une expression métaphorique. On parle de résurrection de la nature comme on pourrait parler de manière triviale d'une nature qui reprend ses droits, ce qu'on fait parfois quand on délaisse des espaces socialisés, des friches, voilà, on dit la nature reprend ses droits, en termes triviaux, ou bien pour le dire dans les termes techniques de l'anthropologue Anna Tsing, ce serait la résurrection de la nature, une résurgence holocénique de la troisième nature, c'est-à-dire la réapparition d'une nature à partir du moment où les humains la laissent un peu tranquille et arrêtent de la socialiser. C'est le choix que tu sembles adopter, écrit page 307, la résurrection de la nature n'évoque pas une aspiration romantique aux connotations vaguement théologiques. Bon, mais il me semble que on ne se débarrasse pas si facilement des connotations du langage au profit d'une dénotation dont... ça, ce que tu écris là, c'est page 307. Mais bon, voilà, il me semble qu'on ne se débarrasse pas si facilement des connotations et que parler de résurrection, c'est pas si neutre. Parler de résurrection de la nature, c'est pas simplement parler d'un retour de la nature, d'une résurgence holocénique. Et il me semble que la deuxième manière d'entendre le terme de résurrection, c'est de prendre au sérieux, au contraire, sa connotation religieuse. C'est-à-dire le fait de se relever d'entre les morts, de revenir à la vie, ce qui, dans la tradition hébraïque et chrétienne, se fait souvent sous l'action d'un prophète ou sous la forme de l'apparition d'un Messie. Alors, dans le cadre d'une résurrection de la nature, chez Marx, tu montres bien que cette résurrection de la nature, c'est d'abord une résurrection de la nature humaine, une résurrection de la nature en l'homme. En d'autres termes, l'idée qu'avec l'abolition du capitalisme, les êtres humains développeraient des capacités sensibles, affectives, corporelles, totalement nouvelles, développeraient leur potentialité. Ça, je crois que c'est un point extrêmement important sur lequel tu reviens beaucoup aussi dans le livre, qui est l'idée que le communisme de Marx, c'est l'idée d'un développement de l'épanouissement et des capacités humaines. Ça voudrait donc dire qu'on ne pourrait dire qu'avec le communisme et chez Homo, que ce serait seulement à ce moment-là qu'il y aurait une forme de messianisme humain, mais aussi résurrection d'une nature extérieure, pas simplement résurrection d'une nature humaine, résurrection d'une nature extérieure qui apparaît comme un nouvel Éden, un nouveau jardin paradisiaque. Or, ce trope messianique et eschatologique, ce trope religieux, il n'est pas du tout anodin dans la pensée contemporaine, parce qu'en fait, il survient extrêmement fréquemment aujourd'hui. On peut penser au travail d'Émile H dans De la Génération, au travail de Mohamed Amermezian plus récemment. On peut penser même à tout le vocabulaire de l'alliance avec les non-humains, qui, à mon sens, n'est jamais strictement un vocabulaire politique et tactique, mais qui est toujours aussi un vocabulaire à connotation religieuse, qui est la constitution d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle arche d'alliance, avec un ordre transcendant avec lequel il faudrait s'organiser d'une nouvelle manière. Alors voilà, là j'arrive plus avec mes gros sabots. Si la résurrection de la nature, c'est une forme quand même de messianisme ou d'eschatologie,
Quelle est la place pour toi du messianisme et de l'eschatologie dans une théorie de la révolution, écologique, et ou dans ce que tu appelles un communisme naturaliste? Merci. Non, vraiment merci beaucoup d'avoir à ce point-là joué le jeu, et donc je vais essayer de répondre. J'avais plein d'idées sur le moment, et puis là évidemment maintenant je phase, mais non, je vais quand même essayer d'articuler des choses intelligibles. Donc je vais prendre les points dans l'ordre. Alors qu'est-ce que j'entends par phénoménologie de l'expérience prolétarienne, et puis le rapport entre point de vue situé, point de vue de la totalité, etc. Bon, je vais répondre, et je pense que je vais être amené à faire ça plusieurs fois, puisque j'imagine qu'ici personne n'a lu le livre, quoi. En fait, je tiens à rappeler quand même que c'est d'abord, ça relève un peu d'un livre d'histoire de la philosophie, quoi, d'essayer de lire différemment un texte classique du jeune Marx, bon, les manuscrits 44, qui est en fait un non-texte d'ailleurs, c'est composé par des éditeurs à partir de plusieurs brouillons dont Marx n'a jamais voulu faire un livre. Bon, bref. Et donc, comment dire, c'est une manière de ne pas te répondre directement en disant juste ce que ça me permet. Ce que les idées que tu as rappelées permettent peut-être de voir qu'on ne voit pas habituellement dans ce texte-là. Bon, et évidemment, je ne vais pas non plus faire complètement semblant, j'ai l'idée qu'une meilleure compréhension des manuscrits de 44, ça permet effectivement d'intervenir dans certains débats qui nous intéressent aujourd'hui. Mais donc voilà, je te remercie beaucoup d'avoir présenté mon livre comme une position possible au sein de l'écologie politique contemporaine, parce qu'il y a ça à l'horizon, mais je pense que c'est... que ce serait, comment dire trop que de présenter ça vraiment comme un livre... un vrai livre d'écologie politique, enfin j'en sais rien, je sais pas ce que t'en penses, mais bref. Donc, cette histoire de phénoménologie de l'expérience prolétarienne, pour moi, c'était d'abord une manière de faire quelque chose philosophiquement de tous ces passages des manuscrits de 44 dans lesquels on voit Marx en fait décrire des expériences de manière plus ou moins emphatique, les expériences de la misère, de la souffrance. Et ça, bon, à la première lecture, on se dit, bon, c'est pas très intéressant, ou alors, si on en fait quelque chose, c'est pour dire, bon, bah, c'est du misérabilisme, regardez, comme c'est ça, être humaniste, en fait, c'est s'apitoyer sur le sort des pauvres, etc. Et effectivement, je pense que c'est pas du tout ça, en fait, c'est une manière de se donner accès à ce que ça fait concrètement d'être mis au travail dans une société capitaliste, et d'essayer de repenser le capitalisme de ce point de vue-là, c'est ce que tu as rappelé. Donc, phénoménologie de l'expérience prolétarienne, c'est une expression un peu presque... un slogan, j'emploie pas le terme de phénoménologie en un sens très technique, husserlien ou post-husserlien, c'est une manière de prendre au sérieux, c'est dans la théorie, ce moment de description de l'expérience vécue en première personne, quoi. Et alors, une peut-être des difficultés du livre, c'est que je traduis ça immédiatement dans le vocabulaire aussi de l'enquête ouvrière. C'est un peu autre chose, parce que autant on peut décrire en première personne une expérience qu'on fait soi-même, autant Marx lui-même n'est pas un prolétaire. Il faut prendre ça au sérieux, et donc c'est quelqu'un qui prétend décrire l'expérience vécue en première personne de quelqu'un d'autre. Et pour faire ça, il faut aller y voir, il faut faire de l'enquête, et c'est ce que faisait Engels à peu près à la même époque, et c'est ce que fait en fait tout le mouvement socialiste à cette époque-là. C'était aussi une manière pour moi de faire émerger un autre sous-texte historique des manuscrits de 44, qui sont toutes les enquêtes ouvrières qui se développent à cette époque, pour sortir un peu des débats habituels sur alors oui, il discute Hegel, il discute Feuerbach, c'est vrai, mais il discute aussi, à mon avis, le mouvement socialiste de son temps, qui rencontre pour la première fois à Paris à cette époque-là, et il prétend lui aussi participer à ce mouvement d'auto-enquête des ouvriers sur eux-mêmes, mais aussi d'enquête d'intellectuels radicalisés avec les ouvriers, quoi. Ok, donc c'est ça que ça veut dire phénoménologie de l'expérience prolétarienne, et alors, effectivement, il s'agit d'accéder à un point de vue situé, quoi. Il s'agit d'accéder à un point de vue particulier sur le monde social, avec cette idée que ce point de vue révèle des choses importantes sur le monde social. Et en fait, la phrase que tu as lue, où je fais le lien avec les épistémologies féministes du point de vue situé, à la limite, se résumerait à ça. Et de fait, par exemple, Nancy Arstock, quand elle élabore l'épistémologie féministe du point de vue situé, elle le fait en référence à Marx et à Lukács, l'idée d'un point de vue du prolétariat. Donc là, il y a une ligne historique qui est assumée par les féministes elles-mêmes. C'est quelque chose dont elles trouvent l'impulsion chez Marx, chez Lukács, puis même parfois chez Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, etc. Donc moi, j'ai pas voulu du tout dire que tout était dans Marx, ou que tout était réductible au point de vue du prolétariat. Je dis qu'il y a un modèle épistémologique qui se met en place dans les manuscrits de 44, dont va hériter et que va enrichir le féminisme, etc. Mais
pour essayer d'en dire un peu plus, il y a effectivement un pari qui serait peut-être plus spécifiquement hegelo-marxien, qui est de dire qu'un point de vue particulier permet d'accéder au point de vue de la totalité, ou de comprendre la société comme totalité. Et ça, à mon avis, la forme originale que ça prend chez Marx, et c'est aussi des passages pas très commentés des manuscrits de 44, c'est des passages où Marx dit que les économistes connaissent les prolétaires qu'en tant que travailleurs, et qu'ils excluent de leur champ de vision le mendiant, le chômeur, même, c'est plus son terme, j'ai plus le terme, mais les bandits, etc. Donc ça, c'est moi tel que je comprends ça, c'est dire penser la société du point de vue du prolétariat, c'est aussi se donner moyen de penser la variété de l'expérience prolétarienne et de voir qu'en fait, les différents aspects de cette expérience sont diversement pris en charge dans notre société. On se rapporte pas. Le prolétaire, c'est pas simplement un ouvrier salarié qu'il faut discipliner dans l'usine, c'est aussi éventuellement un chômeur qu'il faut remettre au travail, c'est éventuellement un révolutionnaire qu'il faut réprimer, c'est éventuellement un fou qu'il faut enfermer, etc. Mais on peut même aller plus loin, parce qu'il y a aussi chez le jeune Marx, mais plus encore chez le jeune Engels à la même époque, une attention au fait que les ouvriers sont souvent des ouvrières. Et donc le point de vue du prolétariat est un point de vue qui est déjà pluriel et déjà genré. Et alors ça me permet d'enchaîner sur d'autres choses que tu as dit, sur la théorie de l'aliénation. C'est qu'il me semble qu'une des fonctions du concept d'aliénation, et c'est en cela que c'est un concept qui a une portée politique, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, c'est en fait c'est un concept qui permet de penser l'unité de ces expériences différentes de la condition ouvrière. Ça veut dire quoi la condition ouvrière? Ça veut dire d'être quand même contraint de vendre l'usage de son corps en échange d'un salaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, aliénation, on peut dire que sont des prolétaires, quelle que soit leur identité de genre, leur statut, leur intégration complète ou pas au marché du travail, l'ensemble des gens qui se sentent étrangers à leur propre activité, qui sont dépossédés des produits de leur travail, qui entretiennent des rapports aussi d'étrangeté avec les autres membres de l'humanité, que ce soit des rapports d'opposition politique avec des employeurs ou des rapports de concurrence avec d'autres salariés, etc. Donc je pense que le concept d'aliénation est un concept qui permet de penser l'unité et la diversité de l'expérience prolétarienne, bon, d'une part, et d'autre part qui permet aussi de la penser politiquement, au sens où dire que ce qui fait l'unité de l'expérience prolétarienne, c'est l'aliénation, bah, c'est de dire que l'identité prolétarienne est une identité imposée, dont on cherche à se libérer. C'est la pensée du point de vue, c'est la pensée comme faisant corps avec une expérience négative, la pensée comme quelque chose dont on veut se libérer. Donc voilà, pour première manière de te répondre, penser la totalité du point de vue du prolétariat, c'est à la fois penser qu'on peut comprendre l'interdépendance entre différents types d'institutions sociales, du point de vue de la manière dont elles sont engagées dans la prise en charge des corps ouvriers, que ce soit le corps du salarié, le corps du chômeur, le corps du mendiant, etc. Donc c'est penser quand même l'unité de la société, quoi, penser l'unité entre des institutions politiques, économiques, sociales, etc. Et puis c'est aussi penser le point de vue de la totalité au sens de... bon là j'avoue que c'est peut-être un peu plus lointain, au sens aussi de la diversité interne à l'expérience prolétarienne, quoi. Et puis un dernier point quand même, c'est que là on emploie le terme de concept de totalité au sens de, disons, ontologique, quoi, au sens où on vivrait dans une société qui forme une totalité, mais ce que retiendront aussi les épistémologies du point de vue situé, me semble-t-il, c'est penser la totalité en un sens épistémologique, au sens d'une exigence de totalisation. Parce que fonder une épistémologie du point de vue situé, c'est pas dire que tous les points de vue se valent, c'est-à-dire qu'il y a un point de vue qui est meilleur que les autres, et il est meilleur, pourquoi? Parce que c'est un point de vue réflexif, qui est capable de rendre compte de lui-même, de ce qu'il rend possible dans le monde social, mais qui est aussi capable de rendre compte du point de vue qu'occupent les dominants sur le mode de la dénégation, quand ils prétendent ne pas parler d'un point de vue particulier, mais du point de vue de nulle part. Et là, totalité, ça veut dire être capable de mettre en rapport des points de vue opposés, quoi. Mais aussi de fonder la supériorité d'un de ces points de vue sur l'autre. Voilà, je suis désolé si c'est pas très clair, parce qu'à la fois j'ai envie de te répondre, et puis il y a des choses du bouquin qui me reviennent. Sur la théorie de la sensibilité, de l'histoire des sensibilités, d'ailleurs qui est un champ qui existe chez les historiennes et les historiens, du développement inégal de la sensibilité, etc. Bon, ça c'est quelque chose qui est assez frappant dans les manuscrits de 44. Chaque fois je vais revenir un peu au texte pour me cacher, puisque Marx dit que le développement des 5 sens est un produit de l'histoire universelle. Et alors j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire, quoi, cette phrase-là.
Et en fait, tu pointes là-dedans un risque de naturalisation de certaines figures historiques de l'humain. Et tu as raison, c'est évidemment un danger auquel on se confronte quand on est naturaliste. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que c'est un naturalisme non réductionniste ou historique. Mais en fait, et j'aime bien ton exemple, voilà, là, tu as dit l'appareil sensoriel n'est pas le même selon qu'on est un Iroquois ou un ouvrier des filatures de Manchester, etc. Et en fait, je pense que ce que Marx dirait, c'est que c'est pas que la sensibilité. Il ne dirait pas que la sensibilité n'est pas la même, au sens où on dispose bien des mêmes sens, quoi, la vue, l'ouïe, le toucher, c'est à ça qu'il pense. Mais il dirait que ces sens ne sont pas actualisés de la même manière. Et alors, c'est ça qu'il dit, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement? On peut dire que certains sens sont que les sociétés vont actualiser certains sens au détriment des autres, ou alors qu'ils vont. Ça vaudrait de la société en général, mais aussi peut-être que ça veut dire que. À l'intérieur d'une société, les individus, selon leurs groupes sociaux, ne vont pas développer les mêmes aptitudes sensibles ou les mêmes sens. Et ça aussi, c'est des choses que j'ai essayé un peu de développer. On peut dire effectivement, je sais pas, il faudrait trouver un exemple, quoi, mais que l'Iroquois, alors il faut faire attention, hein, évidemment, pas retomber dans le monde sauvage, mais est plus sensible aux signes que peut laisser un animal dans son environnement, tout simplement parce que son mode de subsistance est en partie fondé sur la chasse, mais et que nous, à l'inverse, on est complètement, c'est l'exemple de Morisot aussi, insensible aux différentes traces que peuvent laisser différents animaux, etc. Mais on pourrait dire aussi, je pense que Marx a un peu ce genre d'idée en tête, que nos sens sont atrophiés par les conditions de travail, ou même les conditions métropolitaines d'existence. Voilà, j'ai l'impression que c'est ce genre de phénomène qu'il a. Mais pour te répondre, c'est pas une renaturalisation, au sens où il ne s'agit pas de dire, en gros, les différents types humains n'ont pas le même appareil sensoriel, puisque l'idée c'est plutôt celui d'actualisation, d'activation, dirait Marx, de la sensibilité. Et en même temps, cette manière de dire, on a affaire à des types humains et des natures humaines différentes, c'est aussi un peu, me semble-t-il, dans les manuscrits de 44, tu as raison, c'est très 19e siècle. Parce que ça, c'est quelque chose qui est étrange pour nous aujourd'hui, mais qui me semble intéressant, c'est que Marx, enfin, tel que je le lis, il ne le dit pas comme tel, mais est quelqu'un qui prendrait au sérieux tous les discours qui sont communs à l'époque, sur lesquels il y a vraiment une humanité prolétarienne et une humanité bourgeoise. C'est limite des types humains, Balzac lui parlerait d'espèces sociales qui sont différentes, etc. Et en fait, son argument, ce serait de dire peut-être, oui, il est vrai que les conditions de travail et de vie auxquelles sont réduits les prolétaires donnent lieu à des natures différentes, c'est-à-dire à des corps différents. On parle d'une époque où les gens meurent à 30 ans, où ils développent des malformations osseuses, ils développent tout un tas de maladies, etc. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des effets concrets des rapports sociaux sur les corps, quoi. Et c'est ça aussi, être naturaliste. C'est être sensible à ça, me semble-t-il. Et donc, mais là où Marx est original, c'est qu'il ne va pas en déduire, comme le faisaient par exemple les médecins, pouvaient le faire les médecins hygiénistes, ou certains économistes, ou des journalistes, ou des romanciers comme Eugène Sue, etc., que, en gros, les prolétaires sont par nature inférieurs aux autres, etc. Ce qu'il va en déduire, c'est que, une fois de plus, ce que peut un corps, ou ce que devient un corps, dépend de l'organisation des rapports sociaux. D'où l'idée de naturalisme historique, de penser les sociétés comme des modes d'activation des capacités naturelles des êtres humains, quoi. Voilà. J'avais peut-être d'autres trucs à dire sur l'appareil sensoriel et tout, mais bon. Mais effectivement, là, ce à quoi il faudrait que je réfléchisse, ce que tu as soulevé, c'est que moi, dans le bouquin, j'ai pas du tout essayé de faire le lien avec l'appel à créer des nouvelles sensibilités, etc. Pas directement, alors qu'en fait, c'est ce que fait Marx quand il dit que le communisme, effectivement, ce sera le plein développement de la sensibilité humaine, quoi. Mais simplement, Marx, comme il est malgré tout, alors même si les manuscrits de 44, il y a des accents utopiques quand il s'agit du communisme, c'est des pages très belles mais très obscures, Marx reste quand même assez réaliste au sens où il pense qu'on ne peut pas décrire précisément à quoi ressemblera la société de l'avenir, c'est-à-dire aussi l'humanité de l'avenir, si on s'accorde à dire que les sociétés donnent forme différemment à la nature humaine. Mais il y a effectivement l'idée,
ce qu'il dira toujours, c'est le plein développement de la sensibilité. C'est-à-dire une capacité à être affecté de plein de manières différentes par le monde environnant. Et alors ça me permet de faire le lien avec, d'ailleurs que tu faisais toi-même, avec la question de la technique en fait. Parce qu'il y a quand même un peu un problème, il faut être honnête, c'est pour ça que je disais que c'était pas complètement... Enfin, il y a un livre c'est un livre avec des enjeux d'écologie politique, mais que je présente pas comme un livre d'écologie politique, au sens où je ne veux pas dire qu'il y a une écologie politique dans les manuscrits de 44, parce que Marx des manuscrits de 44 n'est pas écologiste, et on le voit notamment au niveau de ces questions-là, parce que pour lui, le plein développement de la sensibilité, rien dans le texte n'empêche de lire ça comme aussi le plein développement d'une capacité donc, à comprendre, mais aussi à utiliser tous azimuts les forces de la nature, quoi. Il y a une valorisation de l'industrie dans les manuscrits de 44. Quoi. Il y a cette idée qu'en fait, en l'état actuel, l'industrie, c'est quelque chose d'aliénant pour les forces immanentes à la nature humaine et non humaine, d'accord, mais que ça reste la base technique d'une société plus libre, etc. Parce que c'est quoi, au fond, l'industrie? C'est la matérialisation d'une compréhension plus fine des phénomènes naturels. Quoi. Bon, là, je vais un peu vite, mais donc pour essayer de te répondre, je ne pense pas qu'il y ait une réflexion autonome, riche, intéressante sur la technique dans les manuscrits de 44. Mais je ne sais pas si je formulerais... Je pense que c'est une question de fait, quoi. C'est pas quelque chose de très développé dans les manuscrits de 44. Je ne sais pas si je formulerais ça, comme tu l'as fait, comme une sorte d'alternative entre ou bien une attention à l'expérience incarnée du travail, à l'expérience ouvrière, ou bien une philosophie de la technique. Parce que typiquement, on peut lire les passages sur la machinerie du livre 1 du Capital comme une manière de distinguer les techniques du point de vue de leur ajustement ou pas au corps. On dit au fond, c'est quoi la différence? Mais c'est pas révolutionnaire de dire ça, mais c'est quoi la différence entre une machine et un outil? C'est qu'un outil, c'est un prolongement du corps humain, une machine, non. Donc tu vois, là, il y a une philosophie de la technique qui est un prolongement d'une philosophie du corps, quoi. Ça serait le premier point. Mais le deuxième point que tu soulevais, franchement, j'ai pas de réponse, parce que je pense que c'est une énorme tension, alors dans le marxisme, mais chez Marx lui-même, une fois de plus dans les manuscrits, dans le livre 1 du Capital, au sens où, d'un côté, il y a quand même toujours l'idée chez Marx que le développement capitaliste des forces productives, c'est la base technologique, donc il s'agira de se réapproprier dans le communisme, donc avec assez peu, a priori, d'attention au fait, au caractère insoutenable, quoi, de certaines techniques. Et puis d'un autre côté, le livre 1 du Capital, c'est aussi un livre où on apprend qu'en fait, les innovations, tu vois, tu connais la citation, on pourrait écrire une histoire de la technologie du point de vue de la nécessité, je ne sais plus la citation exacte, mais comme une histoire des résistances à l'insubordination ouvrière, ou des réponses à l'insubordination ouvrière. Et donc dans ce second cas de figure, il y a l'idée que les technologies qui sont développées dans le cadre du mode de production capitaliste sont des technologies dont la fonction principale est de mater l'insubordination ouvrière. Donc là, on ne voit pas comment on pourrait se les réapproprier telles quelles dans une société sans exploitation, quoi. Donc tout ça pour dire qu'il y a une tension sur la philosophie de la technique chez Marx qu'on peut voir poindre, même si on ne fait pas rentrer en compte d'ailleurs une thématique environnementale, en fait, quoi. Donc voilà, voilà, parce que bon, peut-être j'aurais dû commencer par le plus simple, c'est qu'en fait l'idée générale de Marx, même si j'essaie de montrer qu'il y a des choses plus compliquées, mais c'est quand même de dire que le problème, c'est pas la technique, c'est les usages sociaux de la technique. Et ça, on le voit même, ça c'est des textes que tu connais bien, dans les tout derniers textes sur la commune, on va pas essayer de pas trop geeker sur Marx, mais j'avais essayé de pas le faire dans la présentation, mais les tout derniers textes sur la commune, qui sont des textes, les communes rurales russes, pas sur la commune de Paris, même s'il y a des liens, sont des textes dans lesquels Marx considère qu'en fait des formes de communisme agraire peuvent constituer la base d'une société émancipée, quoi, ce qui semble contradictoire avec justement son industrialisme et tout. Et en même temps, là encore, il dit oui, mais à condition qu'on importe dans l'agriculture de subsistance des communes russes des acquis technologiques de la grande agriculture capitaliste, quoi. Donc voilà, il y a par plein d'aspects, la pensée de Marx est écologiquement intéressante. Et moi, peut-être la micro-originalité du livre, ça a été d'aller la chercher chez le jeune Marx plutôt que exclusivement dans le Capital ou le dernier Marx, mais dans tous les cas, il y a plein de choses chez Marx qu'il faut amender pour que ce soit satisfaisant de ce point de vue-là, et c'est ce qui renvoie
à ton propos introductif. Voilà, j'ai fait durer un peu ça parce que j'ai pas du tout envie de répondre à la dernière question. Venons-en à la résurrection. À la résurrection de la nature. En fait, effectivement, donc c'est une phrase, là encore, je me réfère dans le texte, hein, qui Marx dit, bon, en gros, le communisme, c'est la véritable résurrection de la nature. Alors déjà, il dit la véritable résurrection de la nature, ça veut dire qu'il y en a une qui n'est pas la vraie. Donc, j'arrive pas trop à savoir à quoi il penserait. Et alors, la véritable résurrection de la nature, tu vois, si je retissais le fil industrialiste que j'ai un peu passé sous le tapis dans le bouquin, ce serait de dire, en fait, ce serait la géo-ingénierie. Tu vois, on pourrait comprendre ça comme ça. En gros, on va recréer une toute nouvelle nature par des moyens technologiques, par les moyens de l'industrie, une fois qu'on se sera libéré de ce qui rend l'industrie aliénante, à savoir les rapports de propriété dans lesquels elle est prise. On pourrait dire le manuscrit 44 comme ça, mais en même temps, je pense que ça ne marcherait pas tout à fait, parce qu'on perdrait le lien à la question de la nature humaine, de la sensibilité, du corps, de la satisfaction des besoins, etc., qui est quand même la ligne directrice du texte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de cette expression de résurrection de la nature? Alors, tu donnais une citation, en fait, du bouquin, où je dis c'est pas une vague aspiration, une aspiration romantique aux connotations vaguement théologiques. En fait, je dis c'est plus ça. Je dis c'est plus ça parce que résurrection de la nature, pour nous, ça prend un sens nouveau quand on assiste à quelque chose que Caroline Merchant appelle la mort de la nature. C'est vraiment quand on dit à l'époque de l'écocide. Là, ça peut prendre un sens littéral et non plus métaphorique ou même théologique. Et donc moi j'ai voulu un peu actualiser cette idée en me demandant qu'est-ce qu'il faudrait faire pour assister à quelque chose de l'ordre de la résurrection de la nature, c'est-à-dire à une capacité de la nature à se régénérer. Au fond, j'ai un peu pris, tu l'as dit, résurrection comme régénération. Et donc j'ai dit, bien sûr, les écosocialistes ont raison de parier sur la planification, mais il n'y a pas que ça. Peut-être qu'aussi il faut se résoudre à moins mobiliser la nature, à moins l'instrumentaliser, il faut la laisser être, peut-être par certains aspects, même beaucoup, je crois. Enfin, donc voilà, ça c'était un peu ce que moi j'ai voulu faire de ce terme. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait en faire si on prenait au sérieux la connotation théologique? En fait, on pourrait peut-être retourner la ligne vers laquelle tu veux m'engager, en disant que, en fait, les religions, pour parler un peu bêtement, ont elles-mêmes pris acte du fait que la nature est prise dans des processus de régénération, de résurrection, bon, je sais pas, les saisons, etc., et qu'elles se sont servies de ça, qu'elles ont voulu donner un sens transcendant à ça, et qu'en fait le phénomène premier, c'est la résurrection de la nature au sens littéral, quoi. Et par exemple, au fond, on trouve ça, je crois, dans la philosophie de la religion de Hegel, où il dit, bon, les chrétiens, ils parlent de résurrection, enfin, peut-être que je dis Hegel, en jeune hegelien, je peux dire en vieil hegelien, mais résurrection, Hegel, c'est marrant, il dit, en fait, ce que les chrétiens appellent résurrection, c'est simplement une manière de diviniser un phénomène naturel. On voit qu'il y a le cycle de la vie et de la mort dans la nature. Donc en fait, tu vois, il y aurait un primat du sens littéral sur le sens religieux, quoi. Donc moi, je reviendrai peut-être à ce primat. Mais non pas que je suis contre le théologico-politique en soi, mais alors à quoi ça pourrait renvoyer cette dimension messianique, eschatologique pour une théorie de la révolution? Honnêtement, je ne sais pas trop. En tout cas, ce que je retiens j'essaye de dire un truc, mais ce que je retiens de ton intervention, quand même, ce qui est marrant, moi je ne l'avais pas vu comme ça, c'est que généralement, quand on dit qu'il y a une dimension messianique dans la théorie de la révolution chez Marx, on ne pense pas du tout à ces passages-là. On pense au passage dans lequel il dit le prolétariat, classe universelle qui, en se libérant, va libérer toute l'humanité. Et là, c'est marrant de voir qu'en fait, c'est la nature, quoi, le sujet révolutionnaire. Je ne sais pas si c'est vers là que tu voulais m'amener, mais effectivement, ce serait une manière de dire, comme le disait Marcuse, que la nature, elle aussi, attend la révolution. Et est-ce que ça, c'est encore du messianisme? Oui, sans doute. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Non. Voilà, parce que Marx, qui s'est formé au communisme dans les années 40, est bien placé pour savoir que des motifs chrétiens ont régulièrement été investis dans des luttes révolutionnaires. C'était le cas chez Thomas Müntzer pendant la guerre des paysans, qui prétend au fond réaliser le communisme, quoi, contre les seigneurs. C'était le cas dans le communisme des années 1840, qui prétend réaliser la communauté des égaux ici sur Terre. Et en fait, je sais pas,
Et Marx, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas hostile à ça. C'est pas un athée militant. Mais ce qu'il reprocherait, et ça rejoint peut-être nos questions sur l'écologie ou pas des manuscrits de 44, c'est que ce qu'il reproche aux tendances communistes qui se pensent sur le modèle des premiers chrétiens, c'est leur ascétisme. Voilà, et Marx a toujours l'idée que le communisme, c'est bien si ça nous libère. Et si ça nous libère, ça veut dire que ça développe pleinement tous nos sens, etc. Donc c'est pas un communisme de la privation. Et ça, est-ce qu'on peut tenir ce genre de position en contexte de crise écologique? Je sais pas. Mais bon, je suis désolé, là, j'ai pas du tout répondu. Je sais pas si toi, tu as une idée plus précise en tête, et si oui... Non, pas du tout. Je voulais t'entendre sur la question de la religion et de l'eschatologie, mais c'est très bien. Mais oui, bah, tu voulais que je te dise ce que je pense de... Bah voilà, en fait, on pourrait dire une position marxienne par rapport au christianisme, en tout cas, c'est-à-dire la religion serait une position qui consiste à dire qu'il y a des éléments utopiques qu'on peut réinvestir dans cette tradition-là, qui de fait ont été réinvestis massivement dans le mouvement ouvrier, et donc ce ne serait pas du tout une position telle que la position que défend aujourd'hui Émilie H, où elle y voit la cause essentielle d'un rapport purement productif à l'environnement. Voilà, ce serait ça peut-être une manière de prendre position dans ces débats-là. Mais effectivement aussi, peut-être que Marx est moins dur avec la religion parce qu'il pense que c'est un facteur beaucoup moins déterminant dans la transformation des modes de vie et de travail que les régimes de propriété. Donc voilà, si on pense que ce qui est déterminant, c'est... je ne veux pas du tout trivialiser, c'est les croyances, alors effectivement, on est obligé d'avoir une position beaucoup plus tranchée quoi, sur la religion. Mais si on pense que c'est le type de pratiques que rendent possible ou pas certains rapports de propriété, alors on peut être beaucoup plus libéral à l'égard des croyances religieuses. Voilà, c'est pas une très bonne réponse, mais merci beaucoup. Un grand merci. Est-ce que vous avez des questions? On peut prendre un petit temps pour quelques questions de la salle. Bon, bah alors je vous remercie encore. Il faut laisser le temps de souffler. Moi j'ai une question, je ne sais pas si vous allez réussir à bien la formuler, mais en plus, enfin, tu y as en partie répondu dans tes réponses, mais à quel point quand on travaille sur Marx, donc c'est une question méthodologique, mais aussi un peu d'éthique de travail. Comme Marx, comme tu le dis, c'est quand même, enfin, bon, c'est la critique, mais il part de quelque chose de négatif, il part toujours... À quel point, quand on invente des thèses positives, on a l'impression de marcher sur des œufs, voire être sans filet, et c'est pas du tout l'impression que tu donnes, mais j'imagine qu'il y a ces moments un peu de doute sur avancer des thèses sur Marx, et la deuxième partie de la question, elle est corrélée à ça, mais est-ce que plus, alors sans schématiser Marx, mais est-ce que plus la critique se précise chez Marx jusqu'au Capital, est-ce qu'il y a moins de marge de manœuvre à avancer des thèses positives et du coup revenir à des textes plus antérieurs, voire des textes qui n'ont pas été publiés comme les manuscrits un peu plus lâches, ça donne de la marge pour l'utiliser comme un outil plus maniable. Ouais, bah merci, c'est une question qui permet de préciser un peu le type de démarche quoi, que j'ai adopté dans le livre. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs questions, même dans la première. Il y a d'une part, quand on a affaire à un texte, un non-texte, comme les manuscrits de 44, il y a la question de savoir comment on s'y rapporte. Et en fait, il y a deux grandes possibilités. Est-ce qu'on essaye de le contextualiser au maximum? Et donc, c'est tout le débat avec les jeunes hegeliens, tout le débat avec Feuerbach, avec Hegel, la première appropriation de l'économie politique, ou est-ce qu'au contraire, on essaye de l'actualiser quoi? Et alors moi, il y a des éléments de contexte quand même, et puis même j'essaie d'enrichir le contexte en disant, bah oui, il y a aussi les enquêtes ouvrières, il y a aussi différents types d'économistes, etc. Et même, je pense même qu'on ne comprend pas pourquoi il se met à valoriser Feuerbach énormément dans ce texte-là, si justement, c'est-à-dire Feuerbach, un auteur qui est naturaliste, quoi, qui insiste à ce point-là sur le fait qu'il faut penser l'être humain comme une partie de la nature, un être de besoin, etc. On ne comprend pas pourquoi Feuerbach, ça devient ce Feuerbach-là, plutôt que le Feuerbach critique de la religion d'ailleurs. Pourquoi ce Feuerbach-là devient intéressant pour Marx? À mon avis, si on ne comprend pas tout simplement que c'est juste un auteur qui lui permet de comprendre la non-satisfaction des besoins, qui lui permet d'accorder
de prendre position dans typiquement ces débats naturalistes et naturalisants sur le fait que les rapports sociaux donnent lieu à des humanités distinctes, etc. Donc voilà, moi j'ai fait un peu, excuse-moi de ce tunnel, essayer d'adopter un peu une démarche contextualisante et même de la faire bouger, mais globalement j'essaye d'actualiser, c'est-à-dire de prendre Marx comme un philosophe qui a des arguments, et des arguments dont on peut savoir s'ils tiennent ou pas, est-ce qu'ils ont un sens. Bon bah voilà, l'histoire c'est le développement des 5 sens, qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement. Bien sûr on peut se demander d'où ça vient, c'est quoi le contexte, mais on peut se demander qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous aujourd'hui. Et donc c'est plutôt ça que j'ai essayé de faire. Et effectivement, pour sauter directement à ta deuxième question, et je pense que ça c'est évidemment plus faisable dans les manuscrits de 44, parce que c'est un texte effectivement moins fini, beaucoup plus expérimental, quoi. Donc il y a plus de liberté dans l'interprétation, et puis c'est un texte aussi, peut-être j'aurais dû commencer par là, beaucoup plus philosophique. C'est le Marx qui se vit comme philosophe, et donc ça me permet peut-être de répondre à ta première question, qu'il y a des thèses proprement philosophiques, spéculatives, sur qu'est-ce que c'est que la nature, qu'est-ce que c'est que l'histoire, qu'est-ce que c'est que la société, comment tout ça s'articule, etc. Et qui sont en fait moins exposés comme tels chez le Marx de la maturité. Donc d'une part, il y a effectivement plus de jeux d'interprétation, je pense, dans un texte comme les manuscrits de 44, puis qui sont pleins de fulgurances, qui sont parfois un peu obscurs, donc il y a un jeu d'essayer de comprendre. Et puis en plus, c'est un texte, quand on vient de la philo aussi, où on s'y repère, où peut-être on est un peu plus à l'aise, même si, je pense malgré tout que le grand œuvre de Marx, c'est le livre 1 du Capital, quoi. Mais voilà. Et alors, sur le négatif, la dimension négative, etc., effectivement, on peut avoir toute une tradition du marxisme, plus celle de l'école de Francfort, des gens comme Adorno, je ne sais pas si c'est ça que tu avais en tête, qui pense que pour faire une critique sociale digne de ce nom, il faut principalement insister sur ce qui ne va pas, sans jamais, ou alors ce qui ne va pas, ou alors faire par exemple de la critique de l'idéologie, donc dire ce que n'est pas la société n'est pas ce qu'elle paraît être, etc. Mais sans jamais se risquer à essayer de dire positivement ce qu'elle est, quoi. Et je pense qu'effectivement, le jeune Marx est un peu plus positif, pas positiviste évidemment, mais plus positif. Une fois de plus, il y a des thèses un peu plus frontales. Mais je pense même que c'est plus cohérent logiquement, en fait. Et moi, c'est un peu quelque chose que j'essaie de développer dans le livre, c'est quelque chose que j'essaie de dire très généralement dans ma petite présentation. C'est qu'à mon avis, ce qui est intéressant dans les manuscrits de 44 notamment, c'est de poser des questions ontologiques relatives à la nature de la socialité humaine, qu'est-ce que c'est qu'une société humaine et tout, mais à titre de, comme une exigence de clarification des présupposés de la critique sociale, en fait. Qu'est-ce qu'on présuppose de la société quand on prétend la critiquer, c'est-à-dire quand on prétend aussi la transformer, etc. Et donc, ce qu'on présuppose, me semble-t-il, c'est que c'est un ensemble de relations qui reposent sur des pratiques, et qui sont des pratiques qui mettent en œuvre des capacités naturelles, dans le mouvement même par lequel elles nous mettent en rapport avec des entités autres qu'humaines, etc. Mais voilà, je pense qu'on peut tenir ensemble l'approche critique et l'approche ontologique si on pense moins l'ontologie comme une discipline spéciale, qui prétendrait dire souverainement ce que c'est que les grandes catégories de l'être, ou je sais pas, et plutôt on pense ontologie comme en fait quelque chose qu'on retrouve dans toutes les sciences humaines et sociales qui ont des présupposés ontologiques qu'on peut chercher à expliciter, et que c'est d'autant plus intéressant de le faire quand c'est des sciences sociales critiques, donc qui en fait ont des présupposés sur la nature de la société qui ne sont pas forcément explicités comme tels. Et je pense que ce que fait Marx dans le propre des manuscrits de 44, pour moi, c'est ça, c'est d'essayer à mesure, ce qui vient en premier, c'est la critique, mais à mesure que la critique progresse, d'en clarifier toujours les présupposés. Et donc, il y a différents niveaux de généralité. On va présupposer, qu'est-ce qu'on présuppose du capitalisme? Mais si on a une certaine image du capitalisme, il faut bien penser que le capitalisme, c'est une forme de société seulement. Donc, qu'est-ce qu'on présuppose du social en général, etc. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, merci beaucoup. Est-ce que tu parles de la nature, de la relation avec la nature, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne serait pas religieux mais spirituel que tu aurais mieux compris en analysant les écrits de jeunesse et qui aurait évolué après? Je sais pas, c'est vraiment pas un vocabulaire très marxien, tu vois, quelque chose qui serait plus spirituel, etc.
mais ce qu'il y a, donc j'aurais du mal à te répondre directement, mais ce qu'il y a en tout cas qu'on ne retrouve pas plus tard, dans les autres textes de Jeanne Marx, c'est cette idée que la nature se donne d'abord à nous dans l'expérience de la sensibilité, et que, en gros, on aura affaire à une nature d'autant plus riche et différenciée qu'on aura une sensibilité plus développée. Et après, les mécanismes de développement de cette sensibilité, on peut penser que ce sont des mécanismes d'ordre culturel, et là, par là, peut-être qu'on rejoint quelque chose de l'ordre des spiritualités, quoi. Au fond, voilà, c'est l'idée qu'on peut... plus notre sensibilité sera développée, plus on sera capable de voir dans les êtres de la nature autre chose que de simples moyens en vue d'une fin, qu'on pourra y voir, qu'on pourra voir, je ne sais pas, pour parler de choses toutes simples, dans les animaux, des agents, peut-être des quasi-sujets, donc eux-mêmes des êtres qui ont une intention, etc. Et donc, est-ce que là, ça relève des spiritualités des anthropologues pourraient dire ça en disant, bah voilà, mais ils ne parleraient pas de spiritualité, mais ils diraient, il faut... croire, ils n'aiment pas le concept de croyance, mais en tout cas, il faut vivre dans un monde dans lequel les animaux ont une âme pour être capables de s'y rapporter comme à des partenaires d'interaction plutôt que comme à des choses à utiliser. Bon. Mais en fait, me semble-t-il, ce que peut montrer un peu Jeanne Marx, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être animiste en fait pour penser ça. C'est d'abord une question d'éducation de la sensibilité à la diversité des milieux qu'on habite, quoi.